Assez Et d'amis, d'autres points? merci. Alors, c'est un flop. Et en même temps, c'est quelque chose d'important que j'aimerais partager. C'est que à partir d'aujourd'hui, 4 novembre, les femmes européennes vont continuer de travailler gratuitement durant 2 mois par rapport à leurs collègues masculins. Et les progrès sont quand même assez lents en ce qui concerne l'égalité salariale. Enfin, c'est un sujet assez complexe. Et Ouais. en France, c'est à partir de demain, mardi 5 novembre à 16h47, que les Françaises commenceront à travailler pour des prunes, à cause de cet écart-là qui existe entre les salaires bruts, et c'est de 15,4% en ce moment. Ok. Voilà. Bon, bah, merci, merci, Senami. Merci de cette info, hein. C'est Ouais, bien. Hein. absolument. Merci, Alors, hein. Kamel Ait Kaira. Alors moi, je vais partir d'abord sur un flop. Oui. Ce que je trouve inadmissible, c'était les grèves de la SNCF pendant ces vacances de la Toussaint. Hein. Ils ont pris en otage les citoyens français. Hein. Et surtout, on sait très bien que les vacances de la Toussaint, c'est surtout des vacances familiales. Donc beaucoup d'enfants et de familles n'ont pas pu partir en vacances ou ils sont très très mal partis. Donc voilà, donc c'est vraiment un flop. Et en plus, ils ont eu l'outrecuidance de demander à être payés pendant les grèves et d'avoir une prime. Donc ils font grève, ils sabotent les vacances des Français et ils veulent être payés. Donc ça, c'est vraiment un très très gros flop. Et le top c'est les manifestations du peuple algérien, toujours dans la dignité et dans l'honneur. Donc voilà, donc en espérant que les élections se passeront bien. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est savoir qui va prendre le pouvoir. Voilà. Mais sinon, vraiment, grand respect pour le peuple algérien. Ok. Respect à tous les peuples Ouais. arabes, occidentaux, etc. Vraiment. Alors, Grishka, on profite. Est-ce que tu aurais un. On se tutoie. On Bien peut se sûr, oui, tutoyer. bah évidemment. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu aurais un top, flop, quelque chose de l'actu qui t'a dérangé ou fait plaisir ou tu voudrais partager avec nous? Moi, en fait, il y a une théorie que j'essaie de m'appliquer à moi-même et j'espère la transférer aux autres. C'est que finalement, euh, on va laisser derrière nous les questions qui sont problématiques. C'est-à-dire, finalement, pour certaines personnes, tout est un problème et il n'y a pas de solution. Moi, de mon côté, je vois toujours l'inverse. C'est-à-dire que je perçois toujours le monde sous une symétrie qui est finalement très éclairante. Il n'y a pas de problème et que des solutions. Donc le flop, en fait, je vais essayer de Magnifique. l'inverser. Il y a en effet, je suis d'accord avec ce que Kamel a dit, et il a mis surtout aussi d'ailleurs, c'est vrai que c'est très... il y a des choses qui sont très préoccupantes dans la société d'aujourd'hui, la façon dont elle fonctionne, mais regardons toujours vers la possibilité de résoudre l'équation. C'est finalement toujours des problèmes posés sous la forme d'équations qui trouvent des solutions. Bon, la SNCF trouvera effectivement cette solution. Euh, de la même manière, ce dont on a parlé il y a un instant aussi, je l'espère, va déboucher sur des solutions qui sont quelque part à notre portée. Et c'est comme le disait Descartes, il y a toujours un bloc de marbre et dans ce bloc de marbre, il y a une statue qui est magnifique et il faut l'en extraire. Donc, pour ce qui concerne justement l'extraction et le côté positif, ce que je perçois aujourd'hui, c'est que nous sommes à la veille d'une solution possible de l'immense problème du réchauffement climatique. Alors je dis à la veille, je me projette toujours dans un cadre qui est très très prospectif, c'est-à-dire qu'au fond on parle de là de choses qui n'existeront que dans plusieurs années, mais j'ai été il y a quelques jours en contact avec des collègues de l'université de Berkeley qui ont mis au point un système qui est un système de refroidissement, mais à grande échelle, comme un climatiseur à grande échelle. Et en fait, ce climatiseur, il permet de refroidir à partir de l'énergie solaire. Bon, ça c'est déjà quelque chose qui existe. Mais là où on va plus loin et où ça n'existe pas, et où ça devient évidemment un saut qualitatif pour notre civilisation, c'est que le, le défaut des climatiseurs, c'est qu'ils engendrent toujours du froid. Ça c'est bien, mais ils engendrent toujours de la chaleur contre le froid, pour que le bilan thermique soit finalement toujours respecté. Qu'est-ce qu'on fait de la chaleur qu'on engendre? Eh bien là, les ingénieurs et physiciens théoriciens de Berkeley ont trouvé la solution. On transforme le flot thermique qui est créé en un flot infrarouge.
Et ce flot infrarouge, c'est de la lumière, pas visible, mais c'est de la lumière. Et c'est expédié à la vitesse de 300 000 km à seconde, puisque la vitesse de la lumière, c'est ça. Ce qui veut dire qu'en 2 secondes, c'est déjà très au-delà de l'orbite lunaire. Et en 8 minutes, ça atteint le Soleil. Et en quelques heures, on est dans l'espace profond. Donc, plus de chaleur. Ce qui veut dire en fait qu'avec ce système-là, on va trouver d'ici quelques années la solution à l'immense problème du réchauffement de la planète. C'est magnifique, oh là là, Ouais, magnifique. enfin, ouais. Quelle entrée. Alors ça, c'est un excellent top par contre. Il est immense à côté de mon tout petit top, si vous me permettez, parce que toi, Grishka, tu es dans la positive attitude et ça, j'adore. Moi, je suis dans une autre... Moi, j'ai une autre façon aussi. Ma vision est un peu différente. Si vous me permettez, je vais me jeter un petit peu des fleurs. Mon petit top, c'est le fait d'avoir présenté un événement à l'Olympia. Voilà. On va Je- s'applaudir, bravo. Merci, voilà. C'est mon petit plaisir. top de la semaine. Il est tout Mais c'est un petit grand par contre. top. C'est Non, un mais très par grand rapport top. à ce que tu viens de dire, Grishka, Pas du tout, pas du tout. Alors- J'aurais bien voulu t'y voir en revanche, mais je vais te montrer les vidéos Ouais, avec absolument. plaisir. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous écouter. Tenez-vous prêts, aujourd'hui une émission explosive avec un grand nom, Grishka Bogdanov est avec nous. Aujourd'hui, on va parler cosmologie, on va parler science, on va parler culture, mais c'est tout de suite avec toi, Achille, qui va nous parler de notre invité aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé? Bah, en fait, j'ai fait un petit peu des recherches. J'ai fait un petit peu des recherches. Et il s'avère que je trouvais un certain nombre de choses au sujet de vous. Enfin, au sujet de toi, si je peux me Ouais, permettre de tutoyer. bien sûr, C'est évidemment. C'est beaucoup plus simple. Alors, je ne suis pas Google Home. Ok. Donc, bon, même si Google Home a déjà fait une partie du travail, donc j'ai pas forcément besoin de répéter une nouvelle fois. Ce que je vais dire, c'est que ton frère est titulaire d'un diplôme d'études approfondies, donc ce qu'on appelle un DEA, en sémiologie et un doctorat en physique théorique. Oui. Alors, ça c'est déjà pour mettre le curseur. Déjà, on a qui en face de nous, Ouais. d'accord? Et Du te lourd. concernant, voilà, tu es à la fois diplômé de Sciences Po et tu es docteur en mathématiques. yes, Wow. absolument. Ouais, C'est complémentaire de la physique d'ailleurs, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Vous êtes ouais. très complémentaires. Un qui est très mathématicien et l'autre qui est physicien. Ouais. Donc quel mélange? Un mélange explosif. Merci Achille. Voilà, bah, de rien. Bah, tellement explosif qu'à l'âge de 11 ans, vous avez passé des tests et vous avez appris que vous faites partie des 0,01% de la population ayant un quotient intellectuel supérieur à 190. Attends, alors là, je fais vraiment sur ce Ouais. point juste une parenthèse, Achille. Mhm. Parce que, en fait, les tests, c'est un peu comme le piano ou comme la guitare quand tu apprends à jouer un instrument. Mhm. Très tôt, Igor et moi, on s'est mis vers l'âge de 3, 4, 5 ans, 6 ans, à faire des tests, Mhm. des tests d'intelligence, des tests de QI. Et en fait, on s'est rendu compte au départ, on était peut-être, je ne sais pas parce qu'on n'avait pas fait d'évaluation, mais on s'est rendu compte qu'on était probablement dans la moyenne. Et puis, à mesure qu'on a continué à faire ces tests et qu'on les a approfondis, qu'on les a multipliés, Mhm. ben forcément, on est devenu très bon. Tu Ah. vois ce que je veux dire? Et en réalité, je pense que c'est ça. L'un des fondateurs des tests, qui s'appelle Binet, qui est un psychologue, qui a été l'un de ceux qui a vraiment créé les tests d'intelligence, a dit quelque chose de très très vrai et auquel Igor et moi on se réfère. Il dit, les tests d'intelligence ne mesurent pas vraiment l'intelligence, mais ils mesurent seulement la capacité à résoudre les tests. Tu vois? Ah, ouais, Et c'est très différent. Ouais, c'est très Donc nous, on est devenu capable, au bout d'un certain entraînement, quand on en fait pendant des années, évidemment, on devient assez bon, différent. Ouais. mais on n'a pas de mérite. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux qu'on puisse dissiper et grâce à ta question, Achille, elle est très bonne, tu vois, dissiper ce côté, ah oui, Igor et Grishka, 190. Ouais, 190. Je t'assure que si tu le fais, Ouais. toi, tu te mets au bout de 6 mois, tu vas exploser les 200. Toi qui n'as eu que le bac. Non, je plaisante. Non, moi, pour avoir déjà fait ce type de test-là, oui, je suis arrivé à 120. Oui, mais Après, oui, voilà, mais au c'est début. pas- Au début. Au début. Mais Oui, tu mais verras, Grishka, tu vas augmenter. mais ça ne vous empêche pas d'être extrêmement intelligent. Parce qu'il faut avoir, faut être quand même docteur
en mathématiques et passer à Sciences Po après derrière, c'est pas rien. Non, mais oui, mais bien sûr, c'est Faut pas vrai que... minimiser quand même. En plus, il y a un autre Est-ce que avantage. c'est votre humilité qui Attends. vous empêche Non, mais il y a un de... autre avantage, c'est qu'on Ouais. est deux. Alors, celui qui Ouais, peut c'est pas... ça. Donc, d'un côté, on se... C'est ça. Tu vois? L'un supporte l'autre. Voilà, Oui. exactement. Alors, en continuant mes recherches, j'ai appris que la famille Bogdanov serait une descendance d'un clan tsar musulman s'étant converti à l'orthodoxie au XVIIe siècle. Excellent, C'est ça, excellent. et récompensé Rien pour n'échappe cette à raison- Achille. Voilà, c'est ça. Et récompensé pour cette raison d'un titre princier par le tsar Fédar III. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est Et vrai. vos deux grand-mères sont des comtesses. Absolument. Et alors, je suis très heureux que tu mettes en évidence, si tu veux, la filiation lointaine. Oui. C'est vrai que la Russie, euh, la grande Russie de l'époque de Rurik, c'est-à-dire quand on remonte au 9e siècle, au moment où elle a été conquise pas par les Vikings, en fait, il y a eu une séparation entre différentes populations. Il y a la population qui vient des princes de Kiev, puis d'autres qui viennent d'autres principautés qui sont, elles, plus du sud, et en fait, avec des ascendances de type musulmane. Moi, je suis très fier de dire qu'effectivement, dans la racine qui se passe vers le 15e siècle, 16e siècle, Mhm. il y a cette racine-là. Et cette racine, elle a été, pour nous, au fond, je pense, au principe, d'une certaine vision assez étendue, que je qualifierais d'écuménique, de ce que représente le genre humain. Le genre humain est un damier, et il y a des cases de différentes couleurs, et ce qui est merveilleux, c'est que c'est le même damier. Et donc, à partir de là, évidemment, on peut comprendre l'unité nécessaire, en tout cas, indispensable, incontournable, entre les populations et entre les ethnies. Donc, ce côté musulman s'est transformé effectivement dans son origine en une obédience, une allégeance chrétienne, Mhm. qui a été concomitante avec l'attribution de ce fameux titre princier que la famille a donc depuis plusieurs siècles. Ce titre-là a permis à la famille de faire des choses intéressantes. En particulier, l'un de nos ancêtres, qui était un prince Pierre Bogdanov, en fait, était un chambellan, en fait, on peut dire une espèce oui, de collaborateur au gouvernement, de vice-premier ministre, c'est Mhm. quelque chose de ce genre-là. Et c'est lui qui est à l'origine de la construction de Saint-Pétersbourg. Donc là, on est Ah. très heureux de ça, parce que quand je viens là-bas, je me dis, ah, mais ça y est, on est chez nous. Oui, c'est ça. Comme quoi. Oui, comme quoi. Grishka, j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à la conclusion qu'il y a un créateur ou une force qui fait fonctionner l'univers. En fait, quand on regarde l'univers tel qu'il est, il ne faut pas simplement le regarder dans l'infiniment grand. On peut le regarder aussi à notre échelle. Quand je te vois, par exemple, avec ta beauté, puis ton intelligence et ce que tu es, quand je vous vois tous ici, je vois que vous êtes finalement... vous êtes le Je vais couper résultat ton finalement micro. de... Non. Non, mais c'est valable pour Merci. Achille, c'est vraiment pour Senami aussi, Kamel. pour Kamel. Non, mais c'est merveilleux. Les êtres humains sont des résultats d'une évolution de 3 milliards 800 millions d'années. En 3 milliards 800 millions d'années, nous sommes ce que nous sommes. Et nous sommes un fragment de l'univers. Parce que finalement, il ne faut pas nous couper de ce qu'on appelle le macroscopique. Nous sommes le mésoscopique. C'est-à-dire, enfin, on est intermédiaire entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais si je prends cette bouteille-là, cette bouteille d'eau, elle contient... tu connais la formule de l'eau, hein, Oui. Allez, dis-la pour que tout le monde la... H2O. Hein, bravo H2O, Achille, ouais. excellent. H2O, ben voilà, il y a de l'oxygène, il y a de l'hydrogène, c'est un mariage. C'est un mariage qui fait qu'il y a une grande différence d'âge entre les deux mariés. L'un est plus jeune que l'autre. Et le plus jeune, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, lui, c'est le plus simple de tous les corps physiques de l'univers. C'est juste un noyau avec un électron qui tourne autour. Donc c'est pas avec toute la masse qui est concentrée dans le noyau. Eh bien, il faut savoir que dans cette bouteille, là, tous les noyaux d'atomes d'hydrogène qui sont là-dedans ont été fabriqués dans les 3 premières minutes de vie de l'univers et plus jamais après. Pourquoi ? Parce que c'est comme pour réussir une recette d'un gâteau, il faut une bonne température. Pour fabriquer des noyaux d'atomes d'hydrogène, il faut une bonne température.
La température, elle est très très élevée. Elle est au moment du Big Bang, il y a 13 milliards 820 millions d'années, elle est de 10 puissance 32 degrés, c'est-à-dire 100 000 milliards de degrés. Et en 3 minutes, attention, c'est 3 minutes 180 secondes, cette température colossale va chuter de manière dramatique jusqu'à 1 milliard de degrés. 1 milliard. Et quand le four cosmique atteint le milliard de degrés, 3 minutes plus tard, après le Big Bang, c'est trop froid pour continuer à fabriquer des noyaux d'atomes d'hydrogène. Qu'est-ce que ça signifie, ce que je viens de dire? Ça veut dire, en fait, qu'il a fallu seulement à l'univers 180 secondes pour fabriquer 98% de la matière de l'univers matériel que nous connaissons. 98% en 3 minutes. Est-ce que là, ça ne pose pas une question? Mais oui, la question c'est, mais par quel fantastique programme? Par quel réglage est-ce qu'on en arrive là? L'univers, visiblement, est très habile. Il arrive à fabriquer en 3 minutes, 98% de la masse matérielle de l'univers. C'est incroyable. Ouais. Eh bien, si on se tourne vers une réponse, on ne peut pas dire que tout ça s'est passé dans le chaos originel et dans le hasard. Pas du tout. Il y a autre chose que le hasard. Et c'est autre chose, mais on a le droit, quand on est scientifique, de l'appeler la cause structurante. Mais on a le droit aussi, quand on est religieux, de l'appeler, allez, on prononce le mot, Dieu. Mais vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous permettez de vous poser, que je vous pose cette question? Mais bien sûr, d'abord tu peux me tutoyer. Ah oui, oui. Ou alors tu l'adresses aux deux. Vraiment, Tu l'adresses aux deux, voilà, c'est ça. À Igor et Grishka. Mais moi je répondrai comme Igor. En fait, il y a deux réponses possibles à ça, quand on me pose la question d'un point de vue individuel. La première, c'est une très belle formule qui a été employée par Pasteur. Pasteur, le grand... allez, il est l'auteur, il a donné son nom à la pasteurisation, mais il a aussi fait des choses magnifiques en science. Et il dit quelque chose de très beau. Il dit, un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous en rapproche. Et que quand on entre vraiment verticalement dans la science, eh bien, on est émerveillé par ce que j'ai appelé tout à l'heure le grand réglage originel, par la cause à l'origine des causes, etc. Et puis, il y a une deuxième histoire que je m'attribue toujours à moi-même, parce que j'aurais vraiment presque répondu comme lui. Einstein, en 1936, est interrogé par une petite fille qui lui demande, au sortir de ses cours à Princeton, il était professeur là-bas, c'était une vedette internationale. En 1936, ça faisait 16 ans, enfin 15 ans qu'il avait eu le prix Nobel. Voilà, tout le monde le connaissait, y compris aux États-Unis. Et donc, cette petite fille va vers lui et lui demande « Maître, nous nous sommes posé une question à l'école. Est-ce que vous priez? Plutôt, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Einstein répond « Mais voilà, c'est une très belle question, mais je ne peux pas te répondre tout de suite comme ça. Tu vas me donner ton adresse et puis je te répondrai par écrit. » Et une semaine après, la petite fille reçoit la réponse d'Einstein qui dit la chose suivante. Je la connais par cœur, parce qu'elle est magnifique, cette réponse. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Voilà, quand on fait de la science, on ne peut pas ne pas, quelque part, se rendre compte, de manière complètement humble, mais en même temps frappé par l'évidence, que quelque chose, qu'on peut appeler en effet un esprit immensément supérieur à celui de l'homme, se manifeste dans les lois de l'univers. Ouais, magnifique, magnifique. Je donne la parole à Kamel Ayet Kaira qui aimerait te poser une question. Alors, Grisha, moi, je suis des années 70, d'accord. Donc, on m'a dit Grishka, je suis revenu en arrière. Les frères Bogdanov, je suis revenu en arrière. Je me voyais tout petit regarder vos émissions, votre émission Temps X. C'était la seule émission qui a vulgarisé la science-fiction et qui nous a permis à tout le monde d'entrer dans cet univers qui est fantastique, parce que cet univers, tout ce qui a trait à l'espace, fascine tous les enfants et fascine même les grands. Donc c'est vraiment, je me suis remis en arrière, j'ai revu hier des émissions et c'est vrai, c'est une émission que vous l'avez dit vous aussi avec votre frère, c'est une émission pour ceux qui s'intéressent à l'avenir. Donc j'ai plein de questions, mais je vais déjà en poser une pour qu'on laisse... Alors, vous parliez tout à l'heure du réchauffement climatique et des problèmes liés à l'écologie. Et moi, je m'en suis posé une question.
c'est vrai qu'à un moment donné, on va se poser la question, parce que par rapport à certaines émissions que j'ai vues, vous parliez de choses qui existent aujourd'hui, alors Oui. qu'avant, on ne le savait pas. Et si j'aurai l'occasion d'en reparler, on en parlera. Et ça m'a sidéré, parce que vous aviez une Vision. vision de Ouais, l'avenir. Alors que visionnaire. vous avez été visionnaire. Donc là, c'est vrai qu'on va avoir à un moment donné une surpopulation, un problème de manque d'eau, de manque de nourriture. Euh, je dis pas qu'on épuise les réserves naturelles, je dis qu'on les tue, on les massacre. oui. Et à un moment donné, est-ce que vous pensez pas qu'on va être peut-être obligé, et c'est toujours du domaine de la science-fiction, mais vous l'avez tellement bien mise en évidence que cette science-fiction devient maintenant le présent. Hein. À un moment donné, on sera peut-être obligé d'aller conquérir d'autres planètes. Est-ce que vous pensez que d'ici, je ne sais pas, 100 ans, 200 ans, 300 ans, peut-être qu'on ne sera plus là pour le voir, mais on y arrivera et on sera peut-être obligé de le faire, d'aller conquérir d'autres planètes, justement, pour aller chercher d'autres réserves naturelles, d'autres... Tout à fait. Ben, Kamel, merci pour cette très très importante question qui concerne l'humanité entière, effectivement. Il y a quelque temps, en fait, c'est un grand personnage de l'astronautique, un fondateur même de l'astronautique russe, a dit quelque chose de très beau. Il dit, l'humanité est née sur Terre, mais tout de même, on ne peut pas passer toute sa vie dans son berceau. Voilà ce qu'il dit. Donc il y a un moment, il s'appelait Konstantin Tsiolkovsky, il était avec Goddard, des deux piliers fondateurs de l'astronautique moderne. On ne peut pas passer toute sa vie dans son berceau. Moi, je suis vraiment persuadé que face à ce problème que tu as soulevé, c'est le problème de la surpopulation qui, de toute façon, ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un compteur en face de l'humanité universelle en disant bon, mais ça s'arrête là, pas plus de 10 milliards, Ouais. par exemple. Et puis après, on coupe les compteurs et il n'y a plus rien. Non. On est dans une situation qui est malthusienne au sens de cet économiste qui s'appelait Malthus et qui disait qu'effectivement, la population ne va que croître et continuer de croître. Donc il faut trouver des solutions à l'extérieur. La réponse, évidemment, et tu l'as donnée toi-même, toi aussi tu es visionnaire finalement, parce que tu acceptes ce principe, mais que beaucoup n'acceptent pas. L'idée que l'humanité va se développer ailleurs que sur Terre. C'est évident. C'est évident. Alors, il y a deux étapes là. Il faut bien les distinguer parce qu'elles sont séparées par un gouffre. Première étape, le système solaire. Ça, c'est à notre portée relativement. C'est pas encore, on n'est pas encore passé à ce stade-là, hein, mais c'est pas très loin. Et puis la deuxième étape, elle est beaucoup plus lointaine, beaucoup plus difficile. C'est la conquête des étoiles, enfin plus exactement des exoplanètes qui gravitent autour d'étoiles qui sont lointaines. Je reviens d'abord sur la première partie du programme. C'est un programme spatial. Hein. Et là, on a la chance d'avoir des sites qui vont nous accueillir demain. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment très habitables. Hein. On parle de Mars, par exemple, ou de Vénus, qui sont des planètes qui ne sont pas très lointaines par rapport à nous. On sait qu'en quelques semaines, disons, quelques mois, on pourra aller sur Mars, faire un aller-retour assez facilement. Ce ne sera pas plus distant finalement que l'été au temps de Christophe Colomb et les caravelles, l'Europe et l'Amérique. Donc on pourra aller sur Mars. Sauf qu'aujourd'hui, quand on est sur cette merveilleuse planète rouge, admettons à 100 et quelques millions de kilomètres d'ici, il ne fait pas très bon vivre là-bas. Parce qu'on ne peut pas y respirer. Il y a de l'eau, mais enfin bon, cette eau, elle est plutôt prisonnière des roches. Ou alors, oui, on a quand même découvert il n'y a pas très longtemps un lac, enfin un grand lac qui correspond presque à une petite mer intérieure. C'est la planète qui ressemble le plus à la planète Terre. Elle ressemble le plus à la planète Terre aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Mars, à l'équateur, en été, ben, il fait 15 degrés, hein, donc ça va. Aujourd'hui, ici, il fait 9 degrés, je crois, à peu près, ou 10 degrés. Donc, bon, à cette époque-là de l'année. Donc, oui, déjà, on a une ressemblance. Mais là où ça va devenir fascinant, c'est qu'on va terraformer Mars un jour ou l'autre. Moi, je pense que c'est à la fin du XXIe siècle, on va transformer
Mars en une planète de type terrestre. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? C'est très simple. Aujourd'hui, il n'y a que du gaz carbonique là-haut. Eh bien, on va transformer ce gaz carbonique par photosynthèse en oxygène. On va envoyer des algues bleues, par exemple des spores d'algues bleues là-bas. Et ces algues, elles vont digérer c'est des végétaux, hein, ils vont donc digérer le fameux gaz carbonique et le transformer en oxygène. Une fois qu'on aura fait ça, on aura rendu Mars habitable. On aura créé un effet de serre et il fera donc chaud. C'est-à-dire que beaucoup plus chaud que maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir moins 30, moins 40, moins 50 en hiver, eh bien, on aura des températures pas très loin de ce qui se passe ici. Donc on pourra y vivre et on pourra commencer à cultiver. On va cultiver Mars et on va créer des végétaux, etc. Le même système sera applicable à Vénus. Donc on a déjà 2 planètes, plus des satellites autour, hein, notamment Europe, sur lesquels on pourra s'installer, coloniser. Donc la colonisation du système solaire est une vraie réponse à la surpopulation. Après, à l'horizon beaucoup plus lointain, il y a le déplacement vers les exoplanètes, qui, elles, sont... Alors, ça regorge. Hein, aujourd'hui, on en connaît à peu près 5000. J'étais l'autre jour en discussion avec un planétologue de la NASA qui m'a raconté, en fait, chaque jour, on en découvre. Donc, des planètes de type terrestre, hein, qui sont exactement comme la Terre. Alors, pour le coup, exactement comme la Terre, dès maintenant, en fait. Donc, du coup, pas de problème. On pourra s'installer là-bas sans difficulté. La grosse difficulté, elle est d'y aller. Parce que c'est très, 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 très loin. Je donne juste un exemple pour, comme ça, mettre en mouvement nos imaginations. Si je vais avec la navette spatiale, si je prends la navette spatiale à peu près 100 et quelques milliers de kilomètres heure sur la Lune, là, j'y vais très vite. Hein. En quelques heures, j'y suis. Donc, c'est pas, mettons, une journée de voyage, mais maximum. Si maintenant, je vais avec la navette spatiale, la même, celle-là, si je veux aller jusqu'à la dernière planète du système solaire, déjà, hein, plutôt, enfin, qui est un planétoïde, là, ce sera beaucoup plus long. Beaucoup, beaucoup plus long. Ce sera, en fait, en dizaines d'années que va se compter le voyage. Admettons une trentaine d'années. C'est déjà beaucoup, hein. Ah oui. C'est pas pareil. Sur 30 ans, tout d'un coup, ça... Mais, attention, si maintenant je veux atteindre la plus proche étoile, qui s'appelle Alpha du Centaure, qui est à juste 4,5 années-lumière de chez nous, avec ma navette, est-ce que vous savez combien de temps il faudra avec la navette en question? Il faudra 95 000 ans. Ah oui. 95 000. Et on est juste à la banlieue. Il faut multiplier par ce chiffre-là pratiquement par 50 000, puisque les limites de notre galaxie sont à plus de 70 000 années-lumière de chez nous. Ce qui veut dire qu'en fait, si on veut aller aux confins de notre galaxie avec notre navette, il faudra à peu près 12 milliards d'années. C'est-à-dire l'âge de l'univers, pratiquement. Voilà, donc on ne peut pas. Avec ces moyens classiques, on ne pourra pas. Il faut trouver une autre physique. Alors, moi je m'applique cette bonne nouvelle à moi-même, hein, parce que je dis qu'il n'y a que des bonnes nouvelles, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. La solution, elle viendra de l'effort de la recherche en physique mathématique. C'est d'abord de la mathématique, ensuite c'est de la physique mathématique, et enfin c'est de la physique, et enfin, après c'est de la mécanique de l'ingénieur. Donc il y a 4 étapes, mais on les franchira, ces étapes. Et moi, ma solution, j'y ai beaucoup réfléchi dans le cadre de ma thèse de doctorat, je pense que la solution consiste à sortir du cône de lumière de l'espace-temps. Juste 2 mots là-dessus. Le cône de lumière de l'espace-temps, c'est une enveloppe géométrique qui permet de comprendre que l'univers est en expansion, et c'est comme une sphère à 3 dimensions. C'est pas comme la boule de glace qui n'en a que 2, hein, mais bon, il y a une 3e dimension qu'il faut imaginer et qu'on ne peut pas évidemment se représenter, mais peu importe. C'est un objet mathématique. Et cet objet mathématique, il se développe, cette sphère à 3 dimensions, se développe le long des gorges d'un cône qu'on appelle le cône de lumière, dont l'origine est au Big Bang. Et c'est très facile à comprendre. Il y a un intérieur du cône. Et là, nous sommes à l'intérieur du cône. Et donc, tous les événements sont reliés
de manière causale. Là, tout à l'heure, j'étais à tel endroit chez mon éditeur. Là, maintenant, je suis ici dans ce studio. Eh ben, il y a une ligne d'univers qui relie ces deux événements par une métrique, qui est la métrique dite de Lorentz, avec 3 dimensions d'espace, 1 dimension de temps. C'est ça que ici, on est dans 3 dimensions dans ce volume, avec une 4e dimension qui est le temps. Maintenant, imaginons que je sorte des limites de ce fameux cône de lumière. Je sors de là et je vais où? Je vais dans ce qu'Einstein, avec beaucoup de lucidité et de poésie, a appelé l'ailleurs. Mais l'ailleurs, cette distance entre les points de l'ailleurs n'est pas la même que la distance entre les points de l'espace-temps. La distance entre les points de l'ailleurs, elle est mesurée par une 4e dimension qui est, elle, non plus le temps réel, mais le temps imaginaire. Imaginaire, c'est-à-dire un temps qui est mesuré par des nombres imaginaires, dont le carré est toujours négatif. On ne va pas entrer dans les détails, mais disons que cette métrique qui est à 4+, au lieu d'être à 3+, et 1-, cette métrique à 4+, elle permet de connecter n'importe quel point du cône de lumière à d'autres points du cône de lumière. Donc, je peux revenir en arrière, en avant, je peux aller où je veux. C'est ce que, en science-fiction, je suis un grand lecteur de science-fiction, mais là, on a une structure, je dirais, mathématique qui permet de comprendre ce que dit la SF. En SF, on appelle ça l'hyperespace. Quand on va regarder la guerre des étoiles, ils font comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils entrent dans une espèce de raccourci qui dépasse la vitesse de la lumière et de très loin. Et on va instantanément d'un point à un autre des régions éloignées de l'univers. C'est ce que nous allons faire demain. Mais on va le faire justement en changeant quelque chose dans ce qu'on appelle la distance d'événement entre 2 points dans l'espace-temps. Et cette modification, elle se fait en modifiant la structure de ce qu'on appelle la signature de la métrique de l'espace-temps. Pour ceux qui sont mathématiciens, là, qui m'écoutent en ce moment, c'est passionnant, parce que si vous regardez la distance au sens de Pythagore, le théorème de Pythagore, la distance entre A et B qui sépare donc les 2 points sur l'hypoténuse, c'est S2 égale X2 plus Y2. Hein. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Si vous faites ça à 3 dimensions, c'est pareil. Et à 4 dimensions, c'est encore pareil. Et vous écrivez S2 égale X2 plus Y2 plus Z2 moins T2. Parce que le temps, évidemment, est différent de l'espace. Donc il y a un moins à la place du plus. Vous avez une signature qui est plus, 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 moins. Ben maintenant, vous avez la solution. Vous changez le moins en plus et vous accédez à cette fameuse métrique dite euclidienne, plus, 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 qui, elle, va vous permettre de voyager dans l'hyperespace. Voilà. C'est la solution. Alors, Une petite question, je peux? Parce que là, par rapport à vos explications, vous m'avez vraiment... vous nous avez emmené très loin. Moi, je parle pour moi parce que on a tous ressenti la même chose. Mais vous m'avez tellement emmené loin que une idée m'est venue. C'est-à-dire que je me suis dit, avec tout ce que vous avez dit sur l'espace-temps, etc., l'hyperespace, vous en avez souvent parlé dans vos émissions dans Temps X. Et est-ce que vous pensez, et ça c'est une question sérieuse et nos auditeurs, nos auditrices vont comprendre, qu'il existerait d'autres vies que nous dans l'espace, parce que vous nous avez parlé de milliards et milliards d'années de voyage si on devait aller dans l'espace, soit une vie terrestre, soit une vie animale, soit une vie végétale, ou soit une vie humaine. Est-ce que vous pensez qu'il existe réellement, parce que toute l'humanité se pose cette question, est-ce qu'il existe des extraterrestres? Et j'allais poser la question. Toute ma vie, je me suis posé cette question. Très très bonne question, évidemment. Et moi, j'y réponds de manière ultra, ultra positive. En disant oui, la vie existe bien entendu ailleurs. Et je vais donner 2 ou 3 points de contact avec ce qui permet de sous-tendre le côté rationnel de cette réponse. Ce n'est pas simplement une croyance, c'est aussi le résultat d'une réflexion que beaucoup de scientifiques partagent avec moi, notamment des exobiologistes qui sont ceux qui se préoccupent de l'existence d'une forme de vie ailleurs. Prenons simplement les questions soulevées par la multiplicité de ces fameux mondes qu'on découvre en ce moment, tous les jours, qu'on appelle les exoplanètes. Dans notre seule galaxie, il existe pratiquement 300 milliards d'étoiles. C'est-à-dire donc des étoiles, c'est-à-dire donc des soleils, plus ou moins semblables aux nôtres. Et attention, il y a au moins 200 ou 300 milliards, mais probablement au moins 1000 milliards de galaxies dans l'univers. Donc, c'est dire le nombre d'étoiles, si on multiplie 300 milliards en moyenne par 1000 milliards, ça nous donne un chiffre qui est inimaginable. Juste pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire. Si par exemple là, je
je veux compter jusqu'à 1 milliard en restant dans ce studio, au rythme de 1 chiffre par seconde. 1, 2, 3. Je vais compter jusqu'à 1 milliard. Combien de temps est-ce que je vais rester dans le studio? Je vous donne la réponse. Je vais rester 80 ans dans le studio. C'est pour dire ce que c'est, quoi, 1 milliard. Je vais rester 80 ans pour atteindre seulement 1 milliard. Et si j'ai 300 milliards, ça veut dire que je vais rester encore 300 fois 80 ans. Ça nous fait un sacré paquet de milliers d'années. Donc voilà, c'est pour dire le nombre gigantesque d'étoiles. Maintenant, si je considère que une étoile sur 1000 seulement, et c'est conservateur de dire ça, abrite un système solaire qui lui-même abrite des planètes qui elles-mêmes abritent la vie, dans ce cas, ça nous donne quand même, dans notre seule galaxie, 300 millions de planètes semblables à la Terre. 300 millions dans notre seule galaxie. La galaxie, c'est la Voie lactée. Et quand on sait que Andromède, qui est la galaxie voisine, qui est à peu près à 2 millions 800 000 années-lumière d'ici, c'est exactement la même. Elle a aussi 300 milliards d'étoiles. On va dire que là aussi, il y a probablement 300 millions de planètes, plus ou moins. Voilà. Et quand on multiplie ça par les milliards de galaxies qui existent, on peut se dire, mais c'est impossible que la vie ne soit pas, mais vraiment à profusion, dans tout l'univers. Mais attention, je termine avant de te laisser la parole. Je dis une chose qui est importante, c'est que finalement, la vie, elle est fondée sur des contraintes, en fait. Il faut de l'eau, il faut de l'oxygène, la vie telle qu'on la connaît. Mais finalement, cette vie telle qu'on la connaît, elle suit un chemin, c'est le chemin qu'elle a suivi sur Terre, qui est lié à un cycle, qui est un cycle qui est conditionné par la présence de ce qu'on appelle les éléments chimiques, qui sont partout les mêmes. Finalement, on s'est rendu compte par l'analyse spectrographique que dans l'univers, ce qu'on trouve sur Terre, on le trouve partout. C'est-à-dire que finalement, on trouve de l'oxygène, on en a trouvé sur des planètes lointaines, on trouve de l'eau, ça on le sait, mais on trouve aussi des matériaux différents, on trouve du fer, du soufre, du carbone, de l'ammoniac, on trouve tout ça. Tout ce qui existe, tous les éléments chimiques, on les trouve à profusion. Ça veut dire en fait que la vie, ailleurs, va suivre un chemin qui doit être forcément comparable à ce chemin qu'elle a suivi ici. Et ici, elle est fondée sur quoi? Sur ce qu'on appelle le cycle du carbone. Parce que le carbone est l'élément qui se mélange le plus facilement dans l'eau à d'autres éléments. C'est pour ça qu'on est tel que l'on est, nous, et puis toutes les autres formes de vie. On pourrait croire qu'on est très différent des insectes, ou très différent des éléphants, très différent des oiseaux, mais pas du tout. C'est le même cycle de vie, partout, avec le même message, qui est un message de type génétique. Un code génétique, on le partage avec la souris, d'ailleurs on est assez proche de la souris, ouais, encore plus proche des cochons. Donc, oui. Et, bon, c'est le cycle du carbone, avec les mêmes structures profondes. Il est vraisemblable que c'est le seul cycle possible pour la vie, parce que finalement, si on regarde le seul cycle possible qui serait concurrent, c'est le cycle de l'ammoniac, mais là... c'est vraiment autre chose. C'est le cycle de silicium, plus exactement. Mais enfin, l'eau est remplacée par l'ammoniac. Mais là, il faut voir ce que c'est. Ce sont des formes de vie qui sont extrêmement lentes, vraisemblablement inaptes à l'évolution, qui boivent de l'ammoniac, qui respirent des vapeurs absolument atroces, des acides. Enfin bon, tout ça fait que ce sont des formes de vie qui sont incompatibles avec l'évolution et incompatibles avec l'intelligence. Si on veut l'agilité, on va dire biologique, il faut passer par le carbone. Donc il est probable que nos cousins, qui existent partout en ce moment, là, ils vont nous capter bientôt. Hein. C'est-à-dire que là, dans 4 ans, du côté d'Alpha du Centaure, il faut penser à eux aussi. Hein. Mais donc, justement... pensons à eux. Donc, ils vont nous capter. Donc, je les salue, hein, toi aussi. Justement, on les salue. Ils vont rentrer ça. Sur les bandes de IRM.radio, ils vont nous contacter. Voilà. Est-ce que tu penses justement qu'ils ont déjà essayé de rentrer en contact avec nous, ou les extraterrestres, nous ont déjà rendu visite? L'affaire Roswell, les géoglyphes, etc. Est-ce que
toi, tu penses, en plus, toi qui es en contact avec des professionnels de la NASA, Oui. donc est-ce qu'ils vraiment ils étouffent cette affaire que... Ben, en fait, j'étais ce matin en discussion avec mon éditeur qui lui-même est en train d'éditer un livre d'un astrophysicien célèbre en France qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Et Jean-Pierre Petit travaille depuis très longtemps sur cette question-là. Et la question qu'il posait, c'est est-ce qu'ils ne sont pas déjà parmi nous? Il posait la question. Moi, de mon côté, je suis plus conservateur. Je pense qu'ils ne sont pas parmi nous pour plein de raisons. Dont la principale est qu'ils sont conscients, évidemment, s'ils existent et qu'ils sont venus chez nous, c'est qu'ils ont une technologie qui est très supérieure à la nôtre. Donc, un niveau de civilisation qui est incomparable. Et donc, dans ce contexte-là, on doit faire l'hypothèse qu'une civilisation ne peut pas se payer, en quelque sorte, la liberté et le luxe de venir chez nous, puisqu'elle est très supérieure, en sachant très bien qu'elle va détruire complètement l'équilibre sur lequel fonctionne l'humanité aujourd'hui. Donc, à mon avis, pour cette raison-là, déjà, une raison de respect, regardez ce qui a été fait par, justement, les Européens quand ils ont colonisé, entre guillemets, l'Amérique du Sud, ça a été une catastrophe. Mais justement, la théorie... c'est bien vraiment, ça a été une catastrophe. On a détruit une civilisation qui était magnifique, merveilleuse, avec ses propres critères, et qui était en lien avec la nature, etc. Aussi bien les Amérindiens, enfin, les Indiens d'Amérique du Sud que du Nord ont été quand même détruits. Donc, une civilisation supérieure ne peut pas, ne peut pas faire l'économie de ce principe-là. Respect. Respect à l'humanité telle qu'elle est. Mais la théorie est qu'ils aient tenté de rentrer en contact avec nous après avoir vu les essais nucléaires ou parce qu'ils ont compris qu'on était en train de faire des bêtises, qu'on était en train de détruire la Terre et que justement ils voulaient intervenir pour calmer les choses ou pour nous apporter de l'aide et que cette affaire a été étouffée. Je pense en fait que c'est le principe de moindre action qui l'emporte en fait là-dessus. Quand on dit le principe de moindre action, c'est un principe en physique. On prend toujours la ligne droite. Quand vous mettez une bille, elle roule en ligne droite, elle ne va pas sur une pente, elle ne s'égare pas, sauf si on lui donne une impulsion. Mais l'impulsion fait qu'on détruit finalement l'équilibre naturel. Là, je pense que le respect de l'équilibre naturel fait qu'il ne doit pas y avoir d'intervention. Je n'y crois pas du tout. Hein. Mais comment vous expliquerez, comment tu expliquerais les géoglyphes, par exemple Alors, explique un petit peu aux auditeurs parce qu'il y a également de nombreuses réactions par rapport à tout ce qui se dit à l'heure actuelle. Et il faudrait donner un peu plus de précision. Qu'est-ce que c'est les géoglyphes? Les géoglyphes, tu peux expliquer? Mais il n'y a pas que les géoglyphes, il y a aussi... les pyramides. Oui, voilà. La découverte de pyramides pas sur Mars ou sur la Lune. Il y a pas mal de signes comme ça. Non, moi ce sur quoi je peux, en tant que scientifique en fait, apporter un écho qui soit à la fois constructif mais rationnel, c'est que une civilisation supérieure, très supérieure, qui a maîtrisé justement le transfert hyperspatial, qui est passé dans la région de l'ailleurs, qui est sorti du cône de lumière, qui était capable de faire ça. Il faut voir ce que ça veut dire. Hein. C'est pas du tout l'hibernation, etc. Tous ces scénarios-là n'ont aucun sens pour pouvoir vraiment s'affranchir des immenses distances colossales qui existent dans l'univers. Eh bien, il faut effectivement sortir du cône de lumière. Pour ça, une civilisation doit avoir franchi un stade qui est incommensurable par rapport à nous. On en est vraiment très très loin. Si cette civilisation, et je n'exclus pas le fait que cette civilisation a pu tangenter, c'est qu'elle est dans l'espace tangent. Il est possible que ces fameux phénomènes qu'on appelle les phénomènes ovni, il est possible que à peu près 1%, parce qu'on dit qu'il n'y a pas plus d'1% de phénomènes qui sont intéressants et qui résistent à l'analyse, à la réduction. Mais il y a quand même 1% de phénomènes dont on dit « Ah, ça vient peut-être de quelque chose qui nous dépasse complètement. » C'est possible. 1%. Et quand je dis ça, je suis en conformité avec ce que disent les scientifiques du GEPAN. Le GEPAN, c'est un organisme qui, au sein du CNES, traite les phénomènes de type apparition, de phénomènes de rentrée atmosphérique et autres. Et on jette 99% de ces phénomènes.
des aberrations, des supercheries, etc. Donc on les enlève. Mais malgré tout, il reste quand même 1%. C'est beaucoup. Ouais. Puisqu'on sait qu'il y a des milliers de témoignages chaque année. Ça veut dire qu'il y a donc au moins des dizaines de témoignages qui sont complètement énigmatiques. Et puis la Complètement. théorie des anciens astronautes. Et comme Alors, mais quoi- ça, c'est connecté. C'est-à-dire qu'en Ouais. réalité, quand on accepte ce principe selon lequel il pourrait y avoir des interférences déjà visuelles, et peut-être, si on pousse les choses, certaines rencontres du deuxième type, je ne crois pas des rencontres du troisième type, mais au moins des interférences fugaces, jamais répétées, donc qui échappent justement au protocole scientifique, puisque la science, ça ne peut s'appuyer que sur des expériences qui sont reproductibles. On ne reproduit pas ces phénomènes-là. Ils nous échappent complètement. Ils sont totalement transcendants par rapport à notre capacité, un, de les comprendre vraiment, et puis deux, évidemment, d'agir sur eux. On ne peut pas agir sur eux. Donc, on ne peut qu'être soumis. Et dans cette dépendance absolue que l'on a vis-à-vis de ces phénomènes, la seule chose que moi j'accepte en tant que scientifique, c'est que ça a pu laisser des traces sous la forme d'informations qui sont quelque part disséminées à travers des vecteurs qui sont plus ou moins repérés, qui sont plus ou moins discrets, mais qui comportent en effet l'accès à des connaissances qui ne sont absolument pas d'origine, entre guillemets, terrestre. Ça, c'est possible. Ouais, c'est impressionnant. Il y a des fraises qui existent depuis 3000 ans, Oui, des choses comme sur ça. lesquelles on voit des soucoupes. Je te donne la parole, Sénami. Je suis sûre que tu as préparé des questions intéressantes. Alors, il y a tellement de choses intéressantes dans l'équation Dieu, votre ouvrage qui est paru chez Grasset. Et une des choses qui m'a particulièrement interpellée, c'est que finalement, pourquoi autant de différences entre les scientifiques et les religieux? Parce que en lisant ce livre, j'ai l'impression que c'est comme si on n'avait que des preuves et aussi énormément de scientifiques qui allaient dans ce sens-là. Et je pense aussi que ce qui vous a donné envie de rechercher cette cause ultime à l'origine de l'univers lui-même, cette cause immatérielle antérieure au Big Bang, c'est aussi parce que vous avez été inspiré par saint Thomas d'Aquin qui dit on doit cheminer vers le mystère suprême par les voies de la raison, plutôt que ce qu'on a généralement l'habitude d'entendre, qui est plutôt de se laisser porter par tout ce qui est révélation. Alors, ma question, c'est pourquoi autant d'opposition entre le milieu scientifique et le milieu religieux, ou peut-être qu'on devrait appeler cet être présent au moment de la création. Et d'ailleurs, ça, c'est physiciens Zé et Xu Oui. qui en parlent, et ça a fait beaucoup de bruit en 2006. Et c'est sûr que voilà, on voit Dieu partout. Galilée, la nature est écrite en langage mathématique. La suite de Fibonacci avec ces pétales qui sont toujours d'un certain nombre, ou bien la perfection des cristaux de neige. Mhm. Alors, selon toi, est-ce qu'il faudrait peut-être appeler cet être suprême autrement que Dieu pour ne pas que ça soit confus, ou est-ce que c'est le même Dieu? Le Dieu d'Einstein, le Dieu de Galilée, de Pythagore? Oui. Très bonne question, Sénami. En fait, tu vois, tu te poses la question de savoir pourquoi les scientifiques ont cette réticence, en fait, à reconnaître qu'il peut y avoir un lien, finalement, entre l'existence de l'univers tel qu'ils l'observent et puis quelque chose qui serait au-dessus et que la religion appelle Dieu. En fait, tout se passe à cause de cette difficulté que les scientifiques ont à sortir du périmètre de ce qu'on appelle la raison rationnelle, le côté purement rationnel. La rationalité, c'est de se préoccuper de phénomènes observables et de phénomènes, comme je l'ai dit tout à l'heure, reproductibles. Quand on n'est pas dans l'observable et pas dans le reproductible, on sort de ce périmètre-là et donc on quitte la science d'une certaine manière. En fait, je pense que ce principe-là d'exclusion
de tout ce qui est en effet pas vraiment observable et pas reproductible, repose sur une sorte d'illusion, laquelle illusion est commodément, en effet, acceptée par la communauté scientifique, mais fait l'économie de ce que l'on appelle le passage d'une vérité de raison à une vérité de fait, comme le disait Hegel. Et en fait, fait l'économie du véritable but de la science qui consiste à toujours chercher, y compris et surtout à chercher ce qui est inaccessible. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Lorsque tout est accessible, la science, en fait, s'arrête. Elle devient une application, c'est un applicatif. Mais quand on est en face d'un mur aussi fascinant que peut être le mur de la connaissance qui nous est imposé par ce qui est vraiment carrément au-dessus, mais qui pourtant nous donne en permanence des signaux, au moins intéressons-nous à ces signaux. Donc ça, c'est la première étape d'une réponse, qui consiste à dire le scientifique a peur de perdre son visage de savant présentable s'il s'intéresse à des questions qui sont de cet ordre-là, questions de l'ordre de la transcendance. Moi, je dis, en fait, ayez un peu moins de pudeur et un peu plus de courage. Moins de pudeur et plus de courage pour aller vers ces questions-là de manière ouverte. Comme l'a fait, en effet, Pasteur, quand il dit un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science, quand on va beaucoup plus loin, ben, ça nous en rapproche, comme l'a fait Einstein. Et pour répondre à la deuxième question que tu as posée, est-ce que le Dieu d'Einstein et le Dieu de Voltaire aussi, d'ailleurs, le Dieu des philosophes et des scientifiques, est le même que le Dieu de la religion? Justement, c'est peut-être parce qu'il y a une différence de ce côté-là dans la représentation, hein, toujours, c'est une question de représentation, qui fait que les scientifiques restent un peu en arrière et ont du mal, finalement, à accepter l'idée de se préoccuper, entre guillemets, de ce Dieu dont parle la religion. Mais Grishka, est-ce qu'à un moment de ta vie, tu t'es retourné vers Dieu, ne serait-ce que quelques secondes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé où tu t'es dit, là, je vais demander de l'aide de Dieu? Mais en fait, le point central des deux questions qui sont soulevées, d'ailleurs, pas par Sénami, mais aussi bien par toi, c'est de savoir si on a un lien personnel, entre guillemets, personnalisé, avec cette transcendance qu'on appelle Dieu ou pas. Là, c'est vraiment le point. Pour les scientifiques, ils acceptent quand même, beaucoup acceptent, le fait que, comme l'univers n'est pas né par hasard, qu'il y a un réglage extraordinaire qui fait que nous sommes là et que finalement tout semble bien réglé dans l'univers, mais réglé par qui? C'est pas à nous. Quand je pose la question de savoir quelle est l'origine du nombre pi à un scientifique, ben, il l'utilise tous les jours. Hein. Pi, c'est 3,14, mais il y a aussi une infinité de décimales derrière. Bon, ben, effectivement, il l'utilise, mais quelle est l'origine de cette constante qu'on appelle la constante d'Archimède? Ben, c'est pas Archimède qui l'a découverte. Enfin, si, il l'a découverte juste un tout petit peu comme ça, et c'était 3, quelque chose, mais c'est pas lui en tout cas qui a construit. Et personne, aucun des mathématiciens aujourd'hui au monde ne peut prétendre connaître le secret de ces grandes constantes qui sont là, elles sont là. Elles semblent, comme le dit d'ailleurs un prix Nobel, Richard Feynman, un des grands pédagogues de la physique contemporaine, dans les années 60, il a dit ça, il dit la constante de structure fine, c'est-à-dire celle qui règle le flot de la lumière ici dans cette salle, eh bien cette constante, elle semble écrite de la main de Dieu, c'est ce qu'il dit. Il le dit vraiment de manière très claire. Et beaucoup d'autres partagent ce sentiment. Pour autant, il ne compare pas effectivement ce Dieu capable d'organiser, enfin cette puissance organisatrice transcendante, cette transcendance, cette cause à l'origine des causes, donc à l'origine de l'univers, il ne la compare pas nécessairement, certains le font, mais pas tous, ils sont rares ceux qui le font, avec le Dieu de la religion, qui est ce merveilleux personnage barbu, mais oui, qui est bienveillant, qui nous écoute, avec lequel on peut échanger, qui parfois nous réprimande, il nous tape sur les doigts, ou au contraire, il nous dit « mais c'est bien ce que tu as fait ». Vraiment. Donc, c'est pas pareil. Et là, moi j'ai tendance à dire, pour répondre à ta question, qu'il ne faut pas trop attendre de ce lien personnel. Ce lien n'est pas exclu, hein. Je ne dis pas qu'il est exclu, je ne dis pas que l'immersion
profonde dans cette réalité si mystérieuse qui est la nôtre dans notre univers, cette immersion profonde, méditative, priante, ne peut pas donner accès à un état supérieur qui nous permet de communiquer avec quelque chose qui est innommable, dont on ne peut pas évidemment dessiner la silhouette et auquel on ne donne aucun nom. Mais d'une manière générale, c'est pas quelque chose de simple. Prier profondément, c'est-à-dire être en lien. Ça veut dire quoi prier? Ça veut dire être en lien avec le mystère de l'univers et avec celui qui l'a engendré. Oui, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est un effort, et cet effort, il faut être capable de le faire, il faut s'immerger dans ce lien et le vivre comme si, Saint Augustin l'a très justement dit, Saint Augustin a dit, fais en toute chose, comme si ça n'avait aucune espèce d'importance, mais comme si ta vie en dépendait. Eh bien, si on s'immerge dans ce sens-là, en disant oui, c'est ma vie entière, et celle de l'univers tout entier qui sont connectés, à ce moment-là, quelque chose peut s'ouvrir. Juste une question, après je donne la parole à Kamel. Tu penses quoi des faits scientifiques qui ont été cités dans des livres saints depuis des milliers d'années et qui n'ont été confirmés par la science que récemment? Par exemple, entre autres, que ce soit dans la Bible ou le Coran, etc., ou la Torah, pardon, dans des faits scientifiques dans le domaine médical, la naissance, comment le sperme, l'atome, par exemple, il y a un verset coranique qui dit celui qui fait l'équivalent d'un atome le retrouve. Et ça, c'est il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 3000 ans. Et ils n'ont été confirmés par la science que maintenant, de nos jours, ou avec les IRM, etc. Oui, bien sûr. Toi, en tant que scientifique, quand tu vois ça, que c'est des... tu en penses quoi face à ça? Est-ce que ça te pousse à croire en plus? Les exemples que tu donnes sont excellents, mais il y en a d'autres. Justement, moi, dans ma branche, qui est la cosmologie, je suis frappé quand je regarde les écritures, dites saintes écritures, donc par exemple la Bible d'un côté, et encore davantage d'ailleurs le Coran. Le Coran décrit des étapes qui sont assez étonnantes, où on comprend que finalement, avant la naissance matérielle de l'univers, donc au moment du Big Bang, il y avait une autre étape qui était une étape immatérielle. La matière n'existait pas encore, elle était remplacée par quelque chose que, d'une manière très claire, hein, quand on lit le Coran, mais c'est partiellement vrai aussi dans la Bible, eh bien, on perçoit que c'est quelque chose d'impalpable qu'on appelle l'information, et que donc la lecture, qui était en effet sacrée à cette époque-là, donc il y a des siècles et des siècles dans ces livres-là, cette lecture est aujourd'hui confirmée par l'évolution de la science. Par quel prodige est-ce qu'on peut effectivement retrouver par la voie de la recherche appliquée, rationnelle, etc., ce qui a été déjà écrit, et par quel miracle est-ce que ça a déjà été écrit? Ça, c'est une vraie question, c'est vrai pour les exemples que tu as donnés aussi. J'ai tendance à dire que là, il nous faut, à la fois avec humilité, profondeur, assiduité, nous référer à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, nous sommes tous connectés à quelque chose qui transcende les frontières de l'espace-temps dans lequel nous vivons. Et cette connexion, elle passe par justement cette information, entre guillemets, universelle, transcendante, qui elle transcende complètement le temps. L'information, elle est là, elle est intacte. Elle est là, elle était déjà là il y a des milliers d'années, et certains esprits, certains chercheurs, certains savants, certains philosophes, certains spiritualistes ont été capables d'importer finalement cette information qui ne demande que ça, mais à condition évidemment que l'assiduité, comme j'ai dit tout à l'heure, soit là, soit au rendez-vous, et qu'on soit capable d'ouvrir son oreille métaphysique à des choses qui ne sont pas a priori audibles et qui ne sont pas faciles à transcrire, mais que certains ont transcrit. Ouais. C'est incontestable. Ah, toi la parole, Kamel, ensuite Senami. Alors moi j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, Anna, c'est vrai, et Grishka tu le disais, mais on sait très bien qu'au niveau religieux, tout ce qui est dit dans les livres saints, que ce soit la Bible, la Torah et surtout le Coran, qui ont été dit il y a de l'ordre du XIIIe siècle, etc., et la science confirme maintenant, alors qu'avant on n'avait pas les mêmes outils que maintenant.
Et tu le dis toi-même, hein, quand tu dis que à la naissance au Big Bang, c'est pas possible que ça soit fait comme ça, il y a quelque chose, etc. Mais pourquoi toujours les scientifiques opposent aux religieux l'image de Dieu avec la barbe, etc. Alors que scientifiquement, c'est prouvé que les livres saints ont mis en place des théories que maintenant on acquiesce, que vous acquiescez les scientifiques, alors qu'avant, il n'y avait pas. Et quel signe les scientifiques attendez-vous pour vous dire que, en fin de compte, c'est vrai, au-delà qu'il s'appelle Dieu, etc., il existe quelque chose, c'est pas possible. Quel signe il vous faut, parce que vous l'avez quand même à travers Anna le Quelle disait. preuve plus que ça Il vous faut une preuve. Quelle preuve pour que tous les scientifiques disent oui, c'est vrai, il existe autre chose qui nous dépasse. Ben, moi, je pense que ce que tu désignes là, c'est la compréhension, la connaissance profonde de ce qui précède la naissance matérielle de l'univers. Finalement, c'est ce qui a été au principe de nos recherches de doctorat, Igor et moi. On s'est posé la question dans le début des années 90, on s'est dit, bon, aujourd'hui, la théorie du Big Bang a démontré certaines choses, a découvert des étapes fondamentales dans l'émergence de la réalité matérielle. Mais comme cet instant du Big Bang est un instant très petit, qui a été mesuré calculé par les scientifiques, mais qui n'est pas l'instant zéro, c'est 10 puissance moins 43 secondes. Donc c'est très petit. C'est juste une fraction de seconde. Et c'est dans cet éclair de seconde que va apparaître donc toute la réalité matérielle, la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Mais 10 puissance moins 43 secondes n'étant pas zéro, je me suis, avec Igor, posé la question, mais il y avait forcément quelque chose avant. Et quoi? Alors quand j'ai posé la question, et c'est là où on trouve la résistance des scientifiques, qui est pour moi un sujet de préoccupation extrême. Je me dis, mais pourquoi? Quand j'ai posé la question et que j'ai dit, ben voilà, je vais faire une thèse de doctorat en m'appuyant sur les mathématiques pour comprendre, essayer de percer ce mur de Planck, c'est comme ça que ça s'appelle, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et alors on m'a dit, tous m'ont répondu, mais vous n'y pensez pas. C'est absurde, votre question est absurde. C'est comme se demander, écoutez bien l'image, s'il existe un point qui serait à 1 kilomètre au nord du pôle Nord. Donc on ferme le débat. Un point qui se trouve à 1 kilomètre au nord du pôle Nord, on aura du mal à le trouver, en effet. Sauf que c'est un sophisme, parce qu'on est déjà effectivement là sur une limite, et que cette limite calculée, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, personne ne conteste aujourd'hui le fait que cette limite est là, c'est la limite de divisibilité de la matière, du rayonnement, c'est la limite de divisibilité aussi du temps. On ne peut pas aller en dessous, parce que précisément, et c'est là où on trouve une réponse très logique, parce que précisément, la matière, l'espace et le temps n'existent pas encore quand on est en deçà de cette limite. D'où le fait que nous avons persisté, Igor et moi, que finalement on a trouvé un chemin doctoral pour faire apparaître donc une réflexion approfondie sur des années, et qui a engendré cette thèse en mathématiques et celle en physique, et qui débouche sur une réponse. La réponse, c'est que l'univers matériel naît, bien sûr, au moment du Big Bang, ça tout le monde est d'accord, mais qu'il y a une cause immatérielle qui a engendré cette naissance explosive, qu'on appelle le Big Bang. Et cette cause immatérielle, en fait, elle se trouve déjà dans l'observation de ce qui sépare cet instant de Planck, 10 puissance moins 43 secondes, et l'instant zéro. Il faut remonter à l'instant zéro pour comprendre mieux ce qui a pu se produire. Et se poser la question de savoir, mais qu'était l'espace-temps, ou le pré-espace-temps à l'instant zéro? Et là, la réponse, c'est, il n'est que pure information. Pure information. C'est-à-dire purement immatériel. Il n'y a plus rien de matériel à cette époque-là. Rien. Donc, de quoi est faite cette information? De beaucoup de choses. Mais d'abord, des grandes constantes qui vont émerger au moment du Big Bang. La constante d'Archimède, donc pi, la constante de structure fine dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes les constantes non dimensionnelles, c'est-à-dire donc qui sont indépendantes de toute unité de mesure, elles émergent à ce moment-là. Mais elles existaient avant, forcément, puisqu'elles... Voilà. Et la question, c'est, mais d'où est-ce qu'elles viennent? Voilà, la grande question, c'est d'où est-ce que ça vient, tout ça? Ces constantes, le nombre pi, que tout le monde connaît, ben oui, il est comme ça, sauf qu'il est calculé à l'infini. Alors là, se pose tout de même toujours une vraie
comment dire, c'est une vraie interrogation de philosophe, et à laquelle j'invite tous ceux qui nous écoutent à participer. Pi, c'est pas seulement 3,14. C'est 3,14, et puis 1 milliard de décimales, puis 10 milliards de décimales, puis 100 milliards de décimales, puis 1000 milliards, puis 1000 milliards de milliards de milliards, et ce à l'infini. Question, est-ce qu'il ne faut pas une causalité infinie pour engendrer un être mathématique infiniment précis, comme celui-là? La réponse est oui. On ne peut pas imaginer que pi s'engendre tout seul. Il y a forcément quelque chose qui règle en quelque sorte son destin arithmétique. Et d'ailleurs, la théorie l'exégèse mathématique qui amène les mathématiciens à réfléchir à ce genre de questions. Je ne suis pas le premier à me poser ce genre de questions. Il y en a eu d'autres avant moi qui sont très troublés et qui disent, mais finalement, il existe toujours une cause qui bloque ce qu'on appelle la régression dans le système causal. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de régression infinie dans le passé. Je veux dire par là que si je vois le nombre pi, eh bien, il bloque sur ce qu'il a engendré. Et c'est tout. On ne peut pas dire il y avait quelque chose avant qui fait que peut-être dans le chaos, le hasard. Non, c'est pas du tout. C'est pas possible. Il y a en effet un être mathématique très bizarre, hein, quand on le voit à 3,14. Quand on sait que si on rend 1 milliard, il y a un 9 et que je le remplace par un 8, je sais que je vais détruire pi, ça c'est sûr, hein, mais je détruis aussi toute la réalité physique sur laquelle il repose. Puisque pi, c'est un des invariants mathématiques qui conditionne toute la réalité physique, la réalité matérielle. L'espace-temps repose sur lui. Donc, et c'est vrai à l'infini. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas ne pas se dire, ben oui, il y a des infinis partout, partout. La suite des nombres, 1, 2, 3, 4, 5, elle s'en va à l'infini. La suite des nombres premiers, dont on parle beaucoup dans notre livre, les nombres premiers, au départ, ils sont très, très peu... ils sont là, enfin, je veux dire, ils sont peu mystérieux. C'est des nombres qui sont indivisibles par eux-mêmes, sauf par eux-mêmes et par 1. Alors, par exemple, 2 est premier, c'est le seul, d'ailleurs, qui soit pair, absolument, bravo. Et puis, il y a 3, il y a 5, il y a 7, il y a 11... 13. Et puis, à mesure qu'on progresse dans ce fleuve des nombres entiers, les nombres premiers se raréfient. Il y en a de moins en moins. Mais ils deviennent de plus en plus grands. Et ils sont séparés par des distances de plus en plus grandes. Jusqu'à un moment où on trouve des nombres premiers de grandeur infinie séparés par des espaces infinis entre eux. Par exemple, 2 et 3, il n'y a pas d'espace entre eux. 3 et 5, il y a juste un nombre entre eux qui est entier. Mais là, c'est plus vrai quand on est très très loin dans le fleuve des nombres. Quand on est dans l'océan des nombres, très loin, on a des nombres premiers de grandeur infinie qui sont séparés par un espace infini, et pourtant, il y en a toujours d'autres. Toujours d'autres, oui. Voilà. Alors là, on est aussi complètement saisi, sidéré même, quand on est en face de ça, parce qu'on se dit, bon ben voilà, on est là, c'est pas une preuve, ça, mais si. Pour moi, ça n'est une. Ça n'est une que quelque chose de transcendant est obligé d'englober tout ça. Vous êtes croyant, on a compris. T'es croyant, Grishka. Bienvenue. Alors, Sénami, tu as une dernière question à poser? Alors, c'est une question que je me pose et je me demande ce que tu en penses. Quand je lis le livre, je vois que tout est ordonné de façon très parfaite. Einstein dit Dieu ne joue pas au dé. Tu peux passer le livre, je le montre à la caméra. Il y a vraiment beaucoup de citations comme ça. Et la manière dont, avec ton frère, vous avez trouvé ce manuel, vous avez découvert l'hypothèse de Riemann, la fonction zeta, ce qui a vraiment tout déclenché. Comme vous dites dans le livre, encore fallait-il que la chance ou autre chose nous permette de découvrir ce que nous avons débusqué presque par accident. Donc cette découverte fondatrice, il y a aussi ce facteur chance. Et la question que je me pose, comme il y a ce macrocosme et ce microcosme, et nous on est un peu au milieu, est-ce que nos vies sont aussi ordonnées, aussi tracées à l'avance, ou est-ce que tu crois qu'il y a aussi ce libre arbitre, cette chance,
Oui, bien sûr. Ah ben, moi, je crois profondément au libre arbitre et au facteur chance, bien sûr. Mais je vais employer une image qui va permettre de comprendre comment ça s'ordonne par rapport à ce qu'on appelle le destin. Il y a une différence entre le destin d'un côté et puis le hasard d'une vie dans la vie de tous les jours. En fait, on est tous accoutumés aujourd'hui au phénomène des jeux de type numérique, les jeux vidéo numériques. Et par exemple, on imagine qu'on est un skieur sur son écran et qui doit passer par des portes. C'est facile. On dit, ah, si je passe par la porte, c'est bon. Si je rate la porte, je suis à côté. Bon. En fait, j'ai la liberté de choisir. Je peux, avec mon stick, je peux aller à droite, à gauche, je peux passer au milieu, je peux accélérer, je peux ralentir. J'ai donc un libre arbitre. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais cette liberté, elle est organisée par un programme. Et le programme, il est dans le jeu. C'est programmé qu'on va choisir ça. Ouais, je suis programmé. Exactement. Exactement. Programmé. C'est tout le paradoxe. Et c'est le paradoxe de notre vie, à nous. On est quelque part, notre liberté, on a la liberté de faire, mais cette liberté est écrite. J'aimerais te poser une question avant de te laisser partir parce que je sais que ton auditeur t'attend. Tu penses quoi de la mort? Qu'est-ce qui se passe pour toi, à ton avis? Est-ce qu'on va dans une autre dimension? C'est très simple. On est des enfants de l'univers et l'univers, effectivement, nous donne la solution et nous ressemblons quelque part à ce qui se passe dans l'univers. L'univers, il naît dans le Big Bang, c'est la naissance. Bon, et après, il évolue. C'est le fait qu'on passe du bébé. On a photographié le bébé univers. On en parle souvent dans nos bouquins, mais le bébé univers est très différent. Il y a donc 13 milliards d'années, il était très, très, très différent. Il n'y avait pas d'étoiles, pas de galaxies, il n'y avait rien. Mais il y avait déjà toute la possibilité qui était visible dans la trajectoire du bébé univers. Il y avait déjà la trace de ce qu'elle est, ou en tout cas on peut observer des signes qui vont nous montrer qu'il y a des vides entre certaines différences de température et que donc des possibilités de voir émerger des vides et de voir émerger de la matière. Donc bon, l'univers il grandit, en ce moment même il grandit. Depuis tout à l'heure, depuis l'entrée dans ce studio, l'univers il a pris des milliards de kilomètres cubes. Il a grandi et il ne cesse de grandir et en plus il accélère. Et ça, j'ai montré d'ailleurs dans ma thèse pourquoi il y avait une accélération de l'univers, et ça a été un des sujets de perplexité de beaucoup de scientifiques qui encore aujourd'hui se disent « Ah oui, mais la constante de Hubble n'est pas fixe, et effectivement ça grandit de plus en plus vite. » Ok, donc on grandit. La question c'est de savoir, mais qu'est-ce qui va devenir dans des milliards d'années? En fait, là, c'est très simple. Le Soleil vit depuis 5 milliards d'années, il est à la moitié de sa vie aujourd'hui, dans 5 milliards d'années il va s'éteindre, c'est sûr. Sûr et certain. On n'ira pas, nous, rajouter du carburant là-haut. Le carburant, c'est l'hydrogène. Bon, ça, c'est sûr que ça va s'éteindre. Et ce qui est vrai pour le Soleil est vrai pour tous les soleils, toutes les étoiles de notre galaxie. C'est vrai pour toutes les galaxies de tout l'univers. Et c'est vrai pour la matière. C'est-à-dire que finalement, des soleils vont s'éteindre, la matière va disparaître. Et il ne restera plus rien. Attends. Non, je n'ai pas dit qu'il ne restera plus rien. La question, c'est qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester Et là, j'apporte une réponse qui va donner du sens finalement à l'aventure humaine. Il va rester l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le second principe de la thermodynamique fait que l'énergie s'épuise dans l'univers, la chaleur tombe, elle était très haute au moment du Big Bang et elle va aller vers zéro. Là, on est encore bien au-dessus de zéro. Localement, on est encore très au-dessus, mais globalement, ça s'éteint. Mais ce cycle-là, il assure la transformation de ce qu'on appelle la matière en information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ce que nous vivons là, par exemple, dans ce studio, c'est une vraie aventure, en plus, une belle aventure pour moi. Je suis ravi d'être là. Mais c'est une information. Cette information, elle n'est pas perdue. Rien n'est perdu dans l'univers. Il faut bien comprendre ça. L'univers a de la mémoire. Et il a une mémoire qui est absolue. Le moindre détail, là, ces bonbons qui sont sur cette table, etc., c'est là, c'est dans la tête de l'univers. Et cette information-là, elle va subsister alors que toute la matière qu'il aura apportée aura déjà disparu. En quelque sorte, le logiciel va survivre. Mais l'être humain, lorsqu'il disparaît, est-ce qu'il va... Attends. Ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que puisque tout ça survit, ça veut dire que nous, qui sommes des images en quelque sorte de l'univers, des petits univers à notre échelle, à usage personnel,
eh bien, on va suivre le même chemin. Et en quelque sorte, la matière qui compose effectivement l'organisme, peu importe qu'elle vive plus ou moins longtemps, ce qui est certain, c'est que l'information qu'on appelle la conscience, elle transcende complètement et totalement. Elle est, si je puis dire, orthogonale à la structure matérielle qui nous porte. Donc, aucun problème. Ce qu'on appelle la frontière, en fait, entre la vie et la mort n'est que un changement, en quelque sorte, d'état qui fait que la matière, finalement, il existe d'une certaine façon un principe d'équivalence entre l'énergie et la matière qui était découvert par Einstein, E égale mc carré, tout le monde connaît. Mais cette équation, elle peut être étendue à un autre principe qui est l'équivalence entre énergie-matière et information. Et l'énergie-matière se transforme, reste l'information. Donc, la conscience survit. Merci beaucoup. On va terminer sur une bonne note parce que je sais que vous avez... De musique, j'aurais dû amener mon instrument musical. La prochaine fois, je viens avec, c'est promis, avec la guitare. Alors, vous nous avez apporté une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité et surtout pour les femmes qui souhaitent rester jeunes et belles. Vous avez découvert le secret de la longévité. De la longévité ? Ah non, on n'a pas découvert le secret, mais on travaille en tant que conseiller scientifique dans un laboratoire de biochimie moléculaire qui se préoccupe justement de cette question qui est vraiment très importante. Parce que j'ai dit que c'était arbitraire le fait que... Mais non, c'est pas tout à fait arbitraire non plus, parce qu'on peut déjà faire l'économie de la maladie, de la souffrance, etc. C'est magnifique. Oui, alors donc on n'est pas loin. On n'est pas loin de ça. Je pense que dans quelques années, on aura maîtrisé un certain nombre, pas toutes, hein, mais un certain nombre des questions posées par l'évolution du corps humain. Et ça nous permettra, en tout cas moi j'ai formé un slogan pour ça. Hier, vieux à 80 ans, demain, jeune à 150. Magnifique. Franchement, quelle excellente nouvelle. J'ai encore une autre bonne nouvelle pour nos chers auditeurs. Le scoop, il va y avoir une nouvelle émission, le retour de Time X. Oui, absolument. Voilà, et c'est la NASA qui vous ouvre ses archives. Voilà, Kamel, toi qui regrettais le temps de Time X, elle sera de retour. Les frères Bogdanov vont animer. Oui, dès l'année prochaine. En 2020, on a décidé effectivement de relancer cette émission qui est importante parce que finalement la vraie démocratie c'est pas le partage du pouvoir qui aujourd'hui rend malheureux et de toute façon c'est pas ça. Ce qui rend heureux c'est la connaissance, c'est le savoir c'est le partage, et ça se partage. C'est extraordinaire. Ouais, la vulgarisation. En plus c'est la NASA qui vous ouvre ses archives, c'est ça? En fait on a des liens avec certains des scientifiques de la NASA et en particulier donc la possibilité en effet d'accéder à cet énorme trésor d'images que la NASA a, d'images réelles ou images de synthèse, mais en tout cas des images qui vont nous permettre de donner non seulement des connaissances, mais aussi du spectacle. Très important, le spectacle. Ah, c'est magnifique. Alors justement, juste un petit mot en parlant de partage, très rapide. Alors, on a beaucoup d'auditeurs assez jeunes, donc, ce qu'on appelle la génération Y, 15-35, qui nous écoutent. Et aujourd'hui, au nom de toute la radio, je vais te faire un petit cadeau. Il est présent, il est juste là. L'accessoire d'IRM. Magnifique. Voilà. Magnifique. Eh oui. Moi, je suis content de passer du X, temps X à l'Y. Exactement. Voilà. Donc, vous avez, dorénavant, maintenant, nous avons les petits préservatifs IRM parce qu'il faut se protéger. Oui, mais c'est extrêmement important. Ouais. Et pour ceux qui souhaitent en bénéficier ou autres, vous n'avez qu'à envoyer des petits messages sur le numéro de téléphone, le 07 71 59 62 68. Et puis, on lui enverra quelques... Moi, je t'offre des bonbons Halloween. Voilà, c'est ça. Merci pour les bonbons. J'accepte. C'est ça. Et juste une petite question, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, et je crois que nos auditeurs et nos auditrices, ça les intéresse aussi. Ça sera sur quel support en X ? Alors, ce sera sur le support ascendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télévision est quand même de plus en plus difficile à regarder, surtout pour la génération Y, justement, et que notre idée, c'est vraiment de la rendre accessible à tous, en deux versions, en version française et en version anglaise au départ, peut-être en d'autres langues plus tard, mais en tout cas là, sur Internet. On sera vraiment immédiatement. Mais attention, elle sera faite avec les exigences de ce qu'on appelle le broadcast. C'est vraiment une émission de haut niveau en termes de qualité, de décor, d'effets spéciaux, etc. Enfin, on sera vraiment très haut. Très bien. Et en ce moment, tu es en train de préparer un livre. Tu es en train d'écrire un livre. Oui, on est en train de préparer la réédition d'un livre
qui a été important pour nous en 2010, qui s'appelle « Le visage de Dieu », qui est l'expression qui était employée par ce prix Nobel 2006, qui, lorsqu'il a montré le fameux bébé univers dont j'ai parlé tout à l'heure, donc à ses collègues, il a dit c'est tellement beau que c'est comme voir le visage de Dieu. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses que, en fait, vous êtes souvent critiqué. Est-ce que tu penses que vous faites partie, comme tous les autres génies qui ont toujours été critiqués et n'ont pas été reconnus durant leur vivant, et que c'était normal parce que vous êtes différents, etc. Et que justement la reconnaissance que les Bogdanov méritent l'auront après leur mort, leur disparition. C'est là où l'humanité se rendra compte de la valeur des recherches, de leurs déclarations, etc. Tu sais, d'abord, c'est, comme j'ai dit, hein, c'est demain jeune à 150 ans, attention, donc ça veut dire que ça peut dire... Non, autre chose, c'est que finalement, une société évolue de la critique de ses propres traditions. Et donc, nous-mêmes, Igor et moi, nous mettons toujours dans un regard critique par rapport à nous-mêmes, et on accepte complètement la critique vis-à-vis de l'extérieur. En fond, la critique est indispensable pour faire évoluer les idées, et surtout quand les idées sont assez, elles sont assez orthogonales, assez différentes de ce que le socle ambiant, ce qu'on appelle la pensée dominante, accepte. Donc nous, on est un peu en marge de la pensée dominante. Donc du coup, quand on donne accès à des nouvelles idées, et notamment ce nouveau modèle dans le domaine de la physique mathématique qui permet de comprendre l'origine de l'univers avant le Big Bang, on a été les premiers à dire ça. Donc quand on est le premier déjà, tout de suite, on est exposé à la critique. Et surtout quand on dit une chose aussi forte, avec des résonances qui ont une dimension presque métaphysique. Et donc forcément, ça crée quelque part aux frontières des incidents. Mais c'est intéressant. Et pour nous, au contraire, on en fait une énergie. Le grand Sénèque, le philosophe, disait avec une très belle formule que finalement, il mesure la justesse de ses idées à la colère qu'elles suscitent. C'est ce qui nous arrive. C'est magnifique. 2 secondes. Et je vais aller dans ton sens. On n'a plus le temps de rendre l'antenne. Merci beaucoup. Merci Grishka de nous avoir honoré ta présence. Merci. Tu reviens quand tu veux. Merci à vous tous. Merci nos chers auditeurs. On vous souhaite une excellente journée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même émission, le Shot des Cultures. Nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien. Merci.